Salut à tous, bienvenue dans Retour Gagnant, votre nouveau rendez-vous tennis à retrouver chaque mardi sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Comme le dit si bien Anne Boyer habituellement à la présentation de Retour Gagnant, analyse, débat, bonne humeur, vous êtes à la bonne place. À mes côtés, deux confrères de la rédaction, l'un grande plume d'Eurosport, vous retrouvez ces articles à lire sur eurosport.fr, c'est Maxime Battistella. L'autre, on ne le présente plus, c'est l'une des grandes voix du tennis en France, c'est Bertrand Millard. Bonjour messieurs. Bonjour Olivier, bonjour à mon ami Éminence Grise, Carlitos. C'est trop d'honneur, c'est trop d'honneur. J'espère que vous êtes en forme, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, l'actualité tennis est chargée avec évidemment le début de Roland Garros. Regardez le sommaire de Retour Gagnant. Le compte à rebours a commencé avant le début de Roland Garros dimanche. Nous écouterons longuement la directrice du tournoi Amélie Mauresmo, le cours Lenglen désormais doté d'un toit, les nocturnes. Comment jugez-vous l'évolution du tournoi? Quelle est la place de Roland Garros aujourd'hui face aux autres grands chelems? On se posera la question. Côté sportif, chez les messieurs, le tableau n'a jamais été aussi ouvert depuis 20 ans. Y a-t-il vraiment un favori? Qui voyez-vous gagner, messieurs? Nous en débattrons dans la deuxième partie. Et puis dans le tableau féminin, rien ne semble pouvoir empêcher l'invincible Iga Świątek de remporter un nouveau titre à Roland-Garros. Ce trophée peut-il vraiment échapper à la polonaise? Vaste débat. Messieurs, préparez vos arguments. Mais d'abord, on commence comme chaque semaine par le hors-cours. Ça s'appelle le défi 11 jabber. Êtes-vous capable de reproduire ce geste? Une série de jongles et un service derrière, pas facile. Chapeau à la 9e joueuse mondiale. Défi relevé par Carlos Alcaraz. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble en forme, le numéro 3 mondial. De son côté, Aryna Sabalenka a encore perdu contre Iga Świątek en finale à Rome. Pour se changer les idées, elle a assisté au Grand Prix de Formule 1 à Imola. On l'a vu notamment sur la grille, on l'a vu également dans le stand de l'écurie américaine Haas. Et elle en a même profité pour croiser un célèbre acteur britannique, vous le reconnaissez évidemment, c'est Hugh Grant. Et lui aussi, comme l'acteur anglais, il pourrait jouer dans une comédie romantique. Regardez-moi l'élégance de Casper Ruud. Battu d'entrée à Rome, le double finaliste à Roland-Garros en a profité pour participer à un dîner officiel avec la famille royale de Norvège. Et puis quelques nouvelles d'Annette Kontaveit. Elle a pris sa retraite la saison dernière. L'ancienne numéro 2 mondiale a donné de ses nouvelles sur les réseaux. Elle attend un heureux événement. Et puis à propos d'heureux événements qui se préparent, lundi, Rafael Nadal a fait son grand retour à Roland-Garros. Il a franchi les grilles en milieu d'après-midi avant de taper la balle sur le central à 17h exactement, accueilli par 6000 personnes. Alors, jouera pas, la tendance est clairement positive. Il va y aller, messieurs, votre avis? Bien sûr. Oui, c'est sûr. Il est là, il était sur le cours Châtrier hier, oui, bien sûr qu'il va y aller. Bon, il n'a pas tapé très fort encore, il n'a pas donné de réponse officielle encore, mais ça ne saurait tarder. J'aime votre analyse, c'est vrai qu'on a besoin de Rafael Nadal, l'homme aux 14 titres du Grand Chelem. On va s'intéresser longuement maintenant, messieurs, à Roland-Garros. Juste un petit truc sur le 11 jabber, là, Oui. son challenge. Elle fait faute de pied, alors que Carlos Alcaraz ne fait pas faute de pied. C'est plus fort ce qu'il fait. C'est plus fort, vous croyez? Je trouve. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Non, pas du tout. Mais moi, je n'arriverai pas jusqu'à la faute de pied, en tout cas. Oui, au risque de se casser la jambe, probablement. On va donc s'intéresser longuement à l'actualité de Roland-Garros. Nous sommes allés voir d'ailleurs la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo. Elle s'attend évidemment à un tournoi palpitant. Écoutez-la au micro d'Arnold de Mongo. L'ouverture du tournoi côté masculin, en tout cas, on la reçoit comme elle arrive. Et voilà, et ça va créer des surprises, très certainement. Est-ce qu'il y aura une surprise en toute fin de tournoi avec celui qui lèvera le trophée? Peut-être, peut-être pas. Mais de toute façon, on savait que ce moment-là allait arriver. Donc c'est cette année que c'est le plus ouvert. Et puis finalement, soyons heureux de voir ce que le tournoi va nous proposer. Et cette incertitude, elle est jolie aussi. Alcaraz, Sinner, Djoko, parce qu'on ne peut pas l'enlever de l'équation. Quid de Zverev, ici il se sent bien, sur ce cours Philippe Chatrier il se sent bien. J'en oublie, mais Rublev qui a gagné au bout de sa vie à Madrid. Il n'y a que des points d'interrogation en fait, donc ça va être intéressant. Moi je prends pas un peu de recul par rapport à ça, dans le sens où c'est lui qui est en maîtrise de la chose, et encore c'est pas forcément lui complètement. Je sais que on le voit, c'est son corps qui va dicter cette décision.
Donc je suis un peu philosophe par rapport à tout ça. Bien sûr, on a envie de le voir ici. On a envie de le voir à Roland-Garros. Il est chez lui. Il le dit lui-même, c'est le tournoi le plus important de sa carrière. Et l'histoire de Rafa et de Roland-Garros, leurs histoires sont intimement liées maintenant. Donc oui, on a envie de le revoir ici. Mais bon, voilà, physiquement, j'ai pas l'impression qu'il ait eu de soucis sur les derniers tournois qu'il a pu jouer. Donc, ouais, on a envie de voir. J'espère qu'il va arriver vite. En termes de programmation, par rapport au toit du Lenglen, d'une part, si on parle dans l'ordre chronologique, on a cette Opening Week, la semaine des qualifs, où on va mettre en jeu le Suzanne Lenglen. Donc, ce qui nous permettra, le cas échéant, on sait que la semaine prochaine, il y a une météo qui n'est pas forcément toujours favorable, de pouvoir avancer quand même dans les qualifs. Donc ça, c'est important. Historiquement, on s'est parfois retrouvé un peu en difficulté en fin de cette semaine-là pour finir tous les matchs. Donc ça peut nous aider. Et puis ensuite, pendant la quinzaine du tableau final, là, ça nous donne la possibilité, encore une fois, s'il y a de la pluie, parce qu'il n'y a pas de pluie, on ne s'en sert pas, de pouvoir proposer du tennis à 25 000 personnes, 15 000 ici sur le Châtrier, 10 000 là-bas, de façon certaine. Donc ça, c'était vraiment une priorité pour nous, parce qu'on sait que notre stade, il n'est pas extensible, c'est le plus petit des 4 tournois du Grand Chelem. Et quand il pleut, ça amène des difficultés par rapport aux personnes qui sont dans le stade. Donc là, déjà, ça apportera ce confort-là. Nous, en termes de programmation, ça nous facilitera un tout petit peu la vie aussi. Si on arrive un petit peu à avoir un peu de retard, etc., on a un deuxième cours qui peut jouer quand il pleut. Et puis, en termes de télé, on peut proposer 2 matchs plutôt qu'un, à toutes les télés dans le monde entier, que ce soit en France ou à l'international. Donc voilà, ça donne quand même une sécurité, une sérénité par rapport à tous ces points-là. Globalement, on a fait le choix des Français et des Françaises, de la jeunesse aussi, à certains moments, je pense au qualif notamment. Donc voilà, pour le cas de Dominique, évidemment qu'on se pose la question, évidemment que c'est très compliqué de lui dire non, tu joueras en qualif. Mais voilà, on a décidé aussi d'aider des jeunes Français à la place. On peut en débattre très longtemps, c'est ce qu'on a fait, et puis à un moment donné, il faut trancher, donc on a tranché, mais forcément, il y a des déçus. Un entretien à retrouver en intégralité sur eurosport.fr. Que retenir de cet entretien avec Amélie Mauresmo, de ces extraits, notamment le toit du Suzanne Lenglen. C'est la bonne nouvelle cette année. Voilà, Roland-Garros désormais équipé de 2 cours avec des toits pour rattraper un peu son retard par rapport aux autres tournois du Grand Chelem. C'était indispensable ça, non Bertrand ? Oui, souvenez-vous, il y a quelques années, le débat était sur faut-il rester à Roland-Garros ou faut-il déménager ? Alors, il y avait plusieurs perspectives, il y avait du Marne-la-Vallée, je crois, il y avait Versailles, mais moi j'ai toujours été militant pour que ça reste à Roland-Garros. Je suis un peu un puriste de l'histoire du tennis, envie que ça reste dans ces murs-là, même s'ils ont changé. Il y a des cours historiques qui ont disparu, comme le cours numéro 1, le cours numéro 2, pour faire place à de nouvelles choses. Mais il fallait rattraper effectivement un certain retard. Et finalement, la place... on ne va pas en gagner, puisque c'est un endroit, effectivement, comme le dit Amélie Mauresmo, où on ne peut pas s'étendre, contrairement par exemple à Melbourne. Mais il fallait rattraper au moins le retard au niveau des infrastructures. Donc ça a été fait, d'abord avec le Central, et maintenant avec le Langlen, ce qui veut dire qu'on rattrape 2 autres tournois du Grand Chelem, Wimbledon et l'US Open, qui ont 2 toits également. L'US Open depuis peu, le Armstrong, ça fait pas très longtemps. Il y a l'Open d'Australie qui a 3 toits. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'essentiel, parce que la pluie, elle est souvent là quand même à Paris, on ne va pas se le cacher. Il est possible que cette année, il y ait 15 jours de beau, parce que c'est comme ça les années où il y a un nouveau toit. C'était comme ça. C'est pas la tendance, ça, quand même. C'est comme ça à Wimbledon. À l'année, je crois, ils ont lancé le premier toit, celui du Central. Il a fait beau tout le temps. Bon. Mais voilà, donc ça, c'est rattrapé comme par hasard. On ne parle plus du coup de changer d'endroit. On ne parle plus de quitter Roland-Garros pour aller ailleurs. Et je crois que c'est une bonne chose. Donc bravo à Roland-Garros qui sait se moderniser et qui du coup n'appelle pas pour l'instant de nouveaux changements et n'appelle pas à un changement de lieu qui serait quand même un peu difficile à vivre. Comment le situez-vous d'ailleurs par rapport aux autres tournois du Grand Chelem ? On a du mal à savoir dans l'esprit peut-être des journalistes étrangers aussi, où on situe Roland-Garros au niveau des infrastructures du tournoi, de ce qu'il représente dans l'histoire du tennis. C'est sûr que dans la course au gigantisme, Roland-Garros ne gagnera pas, ne gagnera jamais. Donc ça, c'est bien de l'avoir en tête. Roland-Garros, c'est 12 hectares et demi, et Wimbledon, c'est 18, l'US Open 19, l'Open d'Australie 20. Donc, de toute façon,
Roland Garros ne gagnera pas cette course-là. Par contre, historiquement, Wimbledon est le plus vieux tournoi du monde, mais Roland Garros, c'est pas loin non plus. Hein. C'était début du XXe siècle, le stade Roland Garros, c'est 1928. Ouais. Donc il y a une vraie histoire. C'est une surface aussi vivante. On parle de surface vivante, contrairement aux dures, qui sont des surfaces fabriquées par l'homme, mais par rapport au gazon et gazon de Wimbledon, terre battue de Roland Garros, donc historiquement, ça a du poids. Ça a du poids. Maintenant, on va peut-être parler d'autres choses en termes d'innovation, les nocturnes, les choses comme ça. Un tournoi qui a beaucoup évolué ces dernières années. Vous avez évoqué Simone Mathieu, il y a les nocturnes, maintenant il y a ce toit du Suzanne Lenglen. Mais vous avez parlé des journalistes étrangers. C'est intéressant parce que, évidemment, avec la refondation du cours central, la tribune de presse a changé. Elle est maintenant dans l'axe du cours. Elle est beaucoup plus grande, donc beaucoup plus spacieuse et beaucoup plus agréable. Et puis, il y a également la salle de presse. La salle de presse, avant, c'était au niveau du cours, c'était en haut. C'était assez petit aussi, assez confiné. On a aujourd'hui, Maxime peut en témoigner, une belle salle de presse dans laquelle on peut travailler vraiment très agréablement. Donc elle est un peu en sous-sol, c'est vrai. Sous le châtrier. Sous le châtrier, mais elle est beaucoup plus grande. Et puis c'est pas très difficile d'accéder au châtrier. Donc je pense que là aussi, il y a eu un effort qui fait que justement, par rapport à l'étranger, par rapport aux médias étrangers, c'est important, l'image du tournoi a dû changer. Et de manière générale, donc comment jugez-vous ces évolutions ces dernières années avec les nocturnes, avec le Simone Mathieu? Alors moi, je pense que les toits, c'était indispensable. C'était vraiment indispensable. On parlait de la pluie pour la programmation. Par rapport aux autres grands chelems, il fallait se mettre à niveau. Donc ça, pour moi, ça ne fait pas débat. Les nocturnes, j'ai un peu plus de mal. Parce que pour moi, ce n'est pas la tradition de Roland Garros. Et justement, dans des surfaces, on parlait de surfaces vivantes, il y a beaucoup de changements entre une nocturne où il fait froid, humide le soir, et potentiellement un après-midi très chaud avec une terre battue qui sera sèche et donc des conditions beaucoup plus rapides. Je pense que là, il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Et évidemment, il y a les exigences économiques, la double billetterie, on le sait. Mais pour moi, traditionnellement, Bertrand parlait de tradition tout à l'heure, je suis un peu comme ça aussi, sur certains sujets en tout cas, sur certains sujets, pas tous. Mais celui-là, oui, je pense que les nocturnes, c'était pas indispensable. Je pense qu'on peut finir un programme avec les éclairages, ça c'est très bien. Quand le programme s'éternise avec des matchs de 3 heures, 4 heures, tout ça, c'est très bien d'avoir des éclairages. Mais faire un show nocturne à la Bercy, justement, je trouvais que ça correspondait à l'identité de Bercy, pas à l'identité de Roland Garros. Bertrand, pour ou contre les nocturnes? Je suis assez d'accord avec Maxime, dans le sens aussi où il n'y a qu'un match. Donc le match, c'est rarement un match féminin parce qu'on ne peut pas prendre le risque, vu que c'est au meilleur des 3 sets, d'avoir un 6-1, 6-2. Donc déjà, c'est un peu au détriment finalement du tennis féminin. Ce n'est pas tellement dans le sens de l'histoire. 2 matchs, c'est difficile parce que, comme l'a dit Maxime aussi, on peut terminer tard et il ne fait pas très chaud à Paris à cette période de l'année. Donc les surfaces, effectivement, peuvent être beaucoup plus lourdes, beaucoup plus lentes. C'est vrai que ça fait de gros changements de conditions. Bon, ailleurs aussi, en Australie, s'il fait 40 dans la journée et 20 le soir, ça fait de grosses différences aussi. Mais voilà, vu qu'il n'y a qu'un match, je ne serais pas forcément pour, mais c'est vrai qu'il faut respecter la tradition dans le sport. Là, je trouve que c'est très important. Mais malheureusement, Maxime est un romantique, moi aussi peut-être, mais l'argent est roi dans le sport. Et quand il y a besoin de faire rentrer des sous dans la caisse pour construire des toits, par exemple, il faut faire une double billetterie. Et c'est pour ça qu'il y a une nocturne. Je crois que malheureusement, ça allait obligatoirement dans le sens de l'histoire. Oui, et Roland Garros qui va dans le bon sens donc, par rapport à l'US Open, l'Open d'Australie ou encore Wimbledon, même si évidemment le tournoi anglais est indépassable. C'est le plus grand tournoi du monde. On va passer aux sportifs, messieurs. Maintenant, on va s'intéresser au tableau masculin avec pour la première fois depuis 20 ans aucun favori clair qui ne se dégage. Et ce ne sont pas les Masters 1000 sur terre battue qui nous ont éclairés. Écoutez, service volé. Si quelqu'un comprend quelque chose au tennis masculin actuellement, qu'il s'exprime maintenant ou se taise à jamais. Avec des vainqueurs différents jamais titrés en Grand Chelem lors de chacun des gros tournois préparatoires à Roland-Garros, le circuit ATP a rarement été aussi illisible et imprévisible. Il faudrait presque remonter avant l'avènement de Rafael Nadal sur terre battue en 2005, voire carrément jusqu'à la fin des années 90 pour retrouver pareille situation sur le circuit. Si on ajoute à ça les incertitudes qui planent au-dessus de l'état de santé d'Alcaraz et de Sinner et la forme chancelante de Djokovic qui a demandé une invitation en catastrophe à Genève pour ne pas arriver à court de rythme à Roland-Garros, le panorama actuel est zinzin. Pour toute une génération biberonnée au Big Four, l'heure est grave et c'est encore et toujours le feuilleton Rafael Nadal qui a captivé les foules ces dernières semaines, bien plus en vérité que les fins de tournoi désertées par les fans volatiles. Dur,
La situation actuelle, pourtant, n'a rien d'étonnant. Le Big Four, devenu Big Three, puis Big Two, et enfin simplement Big One avec Djokovic, ne pouvait résister éternellement à l'usure du temps. Novak a subi une décompression logique et inévitable durant les premiers mois de 2024, après une saison 2023 extraordinaire, celle qu'il a vu verrouiller pour de bon sa place sur le toit du monde après toute une carrière à chasser les records. L'autre raison est que nous sommes en année olympique. Les favoris n'avaient aucune raison de s'écharper au printemps, alors que 3 grands chelems et les Jeux olympiques de Paris auront lieu entre fin mai et début septembre. Difficile aussi d'occulter complètement l'influence du nouveau format des Masters 1000 sur 12 jours. Le duo Madrid-Rome occupe désormais un mois plein dans le calendrier contre 2 semaines auparavant, et ça change tout. Avec ce format, Struff s'était déjà hissé en finale à Madrid en 2023, et Medvedev, terrien très contrarié, avait ensuite remporté Rome à la surprise générale. Ce format, très décrié, tend à niveler les valeurs, au moins à valoriser la fraîcheur, et puisqu'il est strictement impossible de maintenir un pic de forme pendant 11 mois, voir les vainqueurs originaux se succéder à quelque chose de profondément logique. Si vous ajoutez à cela un sport de plus en plus physique, des balles traumatisantes pour les poignets et les coudes, des surfaces ralenties et un matériel ultra permissif qui favorise les rallyes, vous amenez les joueurs au point de rupture, comme on a pu le constater à Madrid. Il y a pourtant une forme de beauté dans ce panorama désolé à la Mad Max, celui d'un Tabilo décomplexé, sublime, inspiré, mais qui finit par caler à Rome, dévoré par son propre destin et ses nerfs à fleur de peau. Il y a aussi une excitation, un frémissement inédit avant ce Roland-Garros de tous les possibles. Si le format des 3 sets gagnants protège a priori mieux les favoris, un cercle plus large d'outsiders doit pouvoir rêver à un dernier carré, voire mieux si affinité. La réalité est qu'aucune figure n'a su émerger en amont de ce Roland-Garros. Les jours brûlants qui nous séparent du Grand Chelem parisien seront donc consacrés à guetter les états de forme de Djokovic, Alcaraz et de Sinner, à espérer voir Nadal fouler au moins une dernière fois le Châtrier. Et pour tous les outsiders, tapis dans l'ombre, une occasion plus vue depuis 25 ans d'aller chercher un Grand Chelem inespéré dans un sport à la direction floue et sans patron défini. Et ça, je sais pas vous, mais moi j'aime bien. Ben moi aussi, j'aime bien, c'est vrai que c'est un tableau totalement illisible. Y a-t-il quand même, néanmoins, messieurs, un favori qui se dégage selon vous? Bertrand. Un favori, non, je ne pense pas. On a souvent tendance dans le sport aussi à rester sur la dernière impression. Donc beaucoup vont dire Zverev parce qu'il vient de gagner à Rome et qu'il a fait un super tournoi, qu'il a montré beaucoup de qualité, qu'il a tenu ses engagements qui étaient d'être plus agressif sur le court et d'être plus calme aussi. Ça a été parfaitement respecté à Rome. Il sert extrêmement bien. Il a très bien servi pendant tout le tournoi, sauf pendant un set en demi-finale. Donc Zverev arrive évidemment avec cette étiquette peut-être de celui qui joue le mieux sur terre battue en ce moment. Mais il y a pas mal d'interrogations. Les interrogations, elles sont diverses. Elles viennent parfois d'un manque de rythme de compétition, comme Novak Djokovic, qui du coup joue à Genève. Ça va donner déjà des indications très importantes. Sur Eurosport. Sur Eurosport, bien sûr. Admettons qu'il gagne ce tournoi ou qu'il gagne quelques matchs, mais qu'il gagne le tournoi à Genève, il va arriver quand même avec beaucoup plus de rythme et de confiance. Les autres interrogations sont sur 2 garçons qu'on attendait beaucoup, Sinner et Alcaraz. Sinner, l'homme du début de saison, et Alcaraz, un peu l'homme qu'on voyait éventuellement gagner à Roland-Garros. Et ils sont blessés tous les deux. Donc vous avez un état de forme sur lequel on peut s'interroger. On ne sait pas à quel pourcentage de leur potentiel ils vont arriver. Sinner, il y a même un point d'interrogation sur sa participation ou non. Alcaraz, il a toujours son manchon au bras. Il a joué blessé à Barcelone notamment et ça l'a handicapé pour la suite. Donc ça fait beaucoup d'interrogations. Medvedev, on le sait, c'est pas vraiment un terrien et il n'a pas montré une motivation ultime là sur le dernier tournoi. Rublev a gagné Madrid, mais un peu dans un tournoi décharné avec beaucoup d'absents. Rune ne confirme pas. Et donc tout ça fait que Casper Ruud, qui avait très très bien démarré la saison sur terre battue avec une finale à Monte-Carlo et un titre à Barcelone, les 2 Masters 1000 qui suivent, il est un peu à la rue. Donc tout ça fait qu'effectivement il y a un flou total. On a l'impression de se retrouver dans le tennis féminin d'il y a 2-3 ans et inversement, on en parlera après, chez les filles, on a l'impression d'être chez les garçons d'il y a 2-3 ans. Alors c'est très intéressant, mais est-ce que ça ne peut pas aussi être un peu inquiétant sur le niveau de jeu du tournoi? Parce qu'on se demande, est-ce que si Djokovic n'est pas en forme, si Sinner et Alcaraz sont blessés, si Medvedev n'est pas bon sur terre, etc., est-ce qu'on va avoir un très haut niveau de tennis? On verra, c'est très très ouvert. Moi je ne dégage pas de favori. Je suis quand même un peu d'accord avec Justine qui était là dimanche pour l'Eurosport Tennis Club. Djokovic, quand il est dans un tournoi du Grand Chelem, il ne faut pas oublier que c'est au meilleur des 5 par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Monte-Carlo, Madrid, Rome, au meilleur des 5. C'est quand même l'homme à battre et il est très bon sur terre battue. Donc quand même, je mets Novak Djokovic à partir du moment où il est dans le tableau comme favori. Le numéro 1 mondial, ça va. Vous ne vous mouillez pas trop. Allez, Maxime. Oui, non, mais c'est logique de
pointer Djokovic du doigt, même si je pense qu'il n'a jamais été aussi dans l'incertitude qu'il ne l'est maintenant. Ça lui était arrivé une fois, récemment, de jouer la semaine avant Roland-Garros. C'était en 2021. Il a gagné. Et il a gagné. Alors, ça, c'est un clin d'œil. Ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi ça ne veut pas dire grand-chose ? Parce qu'avant de gagner à Belgrade, donc ce tournoi juste avant Roland-Garros, il avait été en finale à Rome déjà. Donc il avait déjà retrouvé son rythme, il était déjà très performant. Et puis, il avait gagné l'Open d'Australie. Il avait une confiance, il avait d'autres résultats cette saison-là déjà derrière lui. Là, il y a quand même beaucoup plus d'incertitudes. Donc c'est difficile de mettre Djokovic comme le favori indubitable. Mais si Sinner et Alcaraz font une grosse saison sur terre battue, on ne met pas Djokovic comme favori. Et comme ils sont tous les deux, alors que c'est les deux qui l'ont battu en Grand Chelem récemment, les deux seuls, comme ils sont très incertains, en tout cas, on ne sait pas à quel niveau ils vont être. C'est pour ça, moi, que je remets Djokovic. Si on a vu un Alcaraz énorme sur la saison de terre battue ou Sinner, ce ne serait pas la même chose. Djokovic, sans tennis, sans beaucoup de matchs, effectivement, ne serait pas favori. Mais là, il faut en trouver un autre. Alors Zverev, oui, mais sinon... Et vous ne mettez pas Tsitsipas, qui gagne Monte-Carlo, qui est en finale à Barcelone, qui est capable de produire un extraordinaire tennis sur terre battue, qui a déjà été en finale à Roland-Garros, qui n'a pas été loin de gagner d'ailleurs face à Djokovic en finale. Vous ne le mettez pas tout en haut. Il s'est peut-être remis avec Badosa, coin people. Là, coin people, ça c'est pour Anne Boyer. Ouais, voilà, elle en a parlé dans hors cours. Donc ça peut peut-être le perturber. Non, pour être plus sérieux, oui, bien sûr. C'est peut-être l'occasion, l'année ou jamais, alors qu'on se disait qu'il avait peut-être laissé passer sa chance en Grand Chelem, après cette fameuse finale en 2021 où il mène 2-7-0 contre Djokovic. Peut-être que là, c'est l'opportunité pour lui. Maintenant, j'aurais aimé qu'il soit au moins en finale à Rome. Et j'ai pas aimé sa défaite contre Jarry, parce qu'il avait le match en main, il avait tout pour gagner le match, et j'ai vu que mentalement, il a flanché au moment où je m'attendais à ce qu'il serre le jeu. D'ailleurs, lui-même avait dit avant ce match-là, oui, je fais une bonne saison sur terre battue, mais j'attends encore quelques matchs difficiles que je dois gagner pour être sûr de franchir un cap. Donc c'est ça qui me gêne un peu chez Tsitsipas. Alors moi, je vais me faire mon Arnaud Di Pasquale aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? La neutralité. Voilà. Non, Zverev, je vais ressortir le pronostic Zverev. Ah bah c'est vrai qu'il sort Zverev du chapeau à chaque fois. Il faut si Arnaud n'est pas là, il faut sortir Zverev. Pour citer Zverev, il a été optimiste sur le niveau général. Il a dit, vous verrez, Djokovic sera à son meilleur niveau. Il est toujours, il fonctionne comme ça. Vous verrez, Rafa jouera beaucoup mieux qu'à Barcelone et Madrid. Et vous verrez, si Sinner et Alcaraz sont pas trop blessés, ça va, ils vont être très bons. Notamment Sinner qui a posté sur les réseaux sociaux des petites photos de lui avec un drapeau français. Waiting, voilà. Donc il a l'entraînement, les signes sont plutôt positifs. Alors Zverev a quand même parlé de titre à Roland-Garros. C'est sa première fois. Bien sûr. Il y a d'ambition de titre, je veux dire. Bien sûr. Cela dit, Olivier a raison. Je me donne mes doigts pour qu'on me tape sur les doigts. C'est vrai que Tsitsipas, on n'aurait pas dû l'oublier. C'est pas Olivier qui aurait dû en parler en premier. On aurait dû, non, c'est vrai, on aurait dû. Mais moi, je suis comme Maxime. J'ai commenté pas mal ces matchs. J'ai trouvé très bon au début du tournoi à Rome. On se disait, ça y est, Madrid, c'était un accident. Il a retrouvé son niveau des tournois d'avant. Et pareil, le match contre Jarry, il mène quand même largement. Enfin, super premier set. Vraiment très, très au-dessus. 6-3, 3-3, 0-40, 3 balles de break. On dit, il va gagner 6-3, 6-4 en 2 petits sets. Et puis, le fait de ne pas faire ses balles de break, bon, face à Jarry, c'est pas une honte. Hein, il sert très bien. Il peut revenir à 0-40 et gagner son service. Mais derrière, il s'est fait un peu manger par la hargne et la détermination de son adversaire. Et ça, c'est pas très bon signe. Ouais. C'est-à-dire, si au milieu des 3 sets, il perd sur un match comme ça veut dire qu'il est capable de perdre peut-être des sets en cours de route, etc. Et j'ai du mal à le voir, au meilleur des 5, gagner sur terre battue, même si il joue par séquence un tennis incroyable et qu'il est, je crois, sur terre battue, peut-être le plus beau joueur à voir en ce moment quand il est à son meilleur. Contre deux mineurs, c'était fantastique. Fantastique. Un match, une démonstration. Une démonstration. Ouais. Et nos Français alors ? Qu'attendre de nos Français ? On sait qu'ils sont en difficulté, même si Arthur Fils vient de gagner un challenger, même si on avait Hugo Humbert capable de bien jouer, notamment à Monte-Carlo. Qu'espérer pour nos Français là, les gens qui nous regardent, ils attendent un bon résultat, un joueur français capable de tirer son épingle du jeu. Est-ce possible dans cette édition ? On ne va pas l'écarter, c'est toujours possible. D'autant que cette fois, il y a 3 Français parmi les têtes de série. Donc,
peut-être des tableaux plus dégagés. On va dire 2 parce que Manarino, Adrian Manarino et Manarino Arthur Fils. sur terre battue. Désolé Adrien, mais c'est vrai que c'est pas un compliqué. gage de... Mais voilà, on a 2 Français, on va dire, qui ont moyen peut-être de se faufiler dans le tableau si ils ont des tirages quand même assez sympathiques. En tout cas, ils sont plus protégés que d'habitude. Maintenant, on ne va pas se voiler la face. Depuis le quart de finale d'Hugo Humbert à Monte-Carlo, il n'y a plus rien eu quasiment. À part Alexandre Muller qui a fait un super tournoi de Rome. Oui, Rublev, le 6e joueur mondial. C'était magnifique, bravo à lui. Mais voilà, ça manque de continuité. Moi, j'étais un peu déçu, même si il choisit ses matchs. On sait, il a 37 ans. J'étais un peu déçu par Gaël, mon fils, sur cette tournée sur terre battue. Ça devient difficile, mais il nous avait montré d'autres choses sur dur. Et je pensais que sur terre, il allait gagner un peu plus de matchs. Maintenant, il y a la magie de Roland. Hein. On se souvient de l'année dernière de son premier tour extraordinaire contre Baez. Pourquoi pas une révolte chez mon fils aussi. Oui, mais ça, donc, ça veut dire... la question, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre des Français ? Je crois que ce qu'on peut attendre des Français, c'est ce qu'on voit quasiment chaque année à Roland-Garros, un exploit ou deux, un grand match, un match qui fait vibrer la foule, un joueur qui bat une tête de série, un joueur peu attendu par exemple, je pas une wildcard, quelque chose comme ça, des exploits, quelques exploits comme ça. Au niveau du résultat général, ce qu'il faut, je pense, espérer, c'est d'avoir des Français quand même en deuxième semaine. On a eu des années très difficiles, les années précédentes. Ça va déjà un peu mieux. Donc, si on peut avoir par exemple 2 Français en 8e, ce serait bien. Super. Bah, c'est bien. Voilà. Donc ça, c'est déjà un très bon résultat. 2 Français tête de série. Si on en a 2 en 8e, même 1 en 2e semaine, j'ai envie de dire, déjà, c'est mieux par rapport aux années précédentes. Mais malheureusement, on a un grand chelem en France sur terre battue et c'est souvent la moins bonne surface de nos joueurs. C'est ça le problème. Pour terminer avec les garçons, une dernière question. Comme l'a dit SV, elle fait quand même plaisir cette incertitude, non? Ou est-ce que vous regrettez le Big 3, le Big 4, où l'on retrouvait systématiquement les 4-5 mêmes joueurs en demi-finale dans le dernier carré des tournois du Grand Chelem? Vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, Bertrand. Moi, je regrette un petit peu, dans le sens où on avait une nouvelle... on avait de nouveaux grands duels qui se préparaient. Les Sinner Alcaraz, moi je me régalais de les voir sur terre battue et bing, ils n'ont pas eu lieu puisqu'ils se sont blessés. Bon, Sinner a fait un bon Monte-Carlo, mais derrière il s'est blessé à la hanche. Donc moi j'aimais bien quand même le Big 3 ou le Big 4. Et là, on avait Djokovic face au nouveau Cador, quoi. Ouais. Djokovic, Sinner, Alcaraz. Donc un petit peu déçu de voir, mais attention, ça se trouve les états de forme vont être bien meilleurs, ils vont nous surprendre. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand tous les meilleurs sont au rendez-vous et au meilleur de leur forme parce que ça annonce des matchs fabuleux. Ouais, vous n'avez pas envie d'une finale Jarry-Tabilo, quoi. J'ai bien compris, le message est passé. Votre avis, Maxime, là-dessus? Je suis un peu comme Bertrand, même si je ne suis pas pessimiste. J'espère que les Sinner Alcaraz seront, si ce n'est à 100%, à 90% de leurs possibilités et que ça donnera de très beaux matchs. Et puis, il faut dire aussi quelque chose, j'adore Rafa, hein, c'est pas le problème, mais quand tous les ans, on savait presque avant le tournoi qui allait soulever la coupe, c'était un peu embêtant quand même, au bout d'un moment. Les finales n'étaient pas passionnantes non plus. Hein. Oui. Ouais, les finales, c'était terrible. Mais même si c'est une légende absolue et on ne reverra probablement jamais ça à Roland-Garros. Mais là, c'est plus sympa d'être un peu plus... Il y a plus de suspense, quoi. Mais oui, c'est vrai. Je souligne quand même que j'aime bien Tabilo, parce que vous êtes Tabilo, et sur ce magnifique fond vert que vous ne voyez pas, Tabilo ne ferait pas tâche. J'étais sûr. Je me demandais quand est-ce que vous alliez nous sortir ça. Bravo Bertrand. Alors en revanche, il y a beaucoup moins de suspense dans le tableau féminin. On en parle dans quelques instants, mais d'abord on regarde le top 5, les 5 plus beaux points à Rome.
l'a changé, là. Hubert Hurkacz, il se prend pour Nick Kyrgios maintenant. Où est le joueur timide qui n'osait jamais s'exprimer devant la foule? Maintenant, on nous l'a transformé. Hein. Il est timide, mais pas sur le court. Là, il aime faire le spectacle. Et on voit qu'on a eu des beaux matchs à Rome. Hein. Non, c'est vrai, on a eu beaucoup de beaux matchs et de beaux points. C'est pas forcément parce qu'il n'y a pas les tout meilleurs, en tout cas les grands favoris au bout d'un tournoi, qu'on n'a pas des bons matchs. Oui, on a eu des bons matchs pendant une semaine. Hein. En général, la fin de tournoi devient toujours plus. Honnêtement, difficile. le Tsitsipas-Jarry était d'un très bon niveau. Et la finale, c'est vrai que c'était un peu à sens unique, parce que Jarry était un peu cuit, mais le Jarry-Paul en demi-finale était un bon match aussi. Hein. On a parlé d'Hubert Hurkacz, on va rester avec la Pologne, puisqu'on va passer au tableau féminin. Et là, une question, on l'a dit pendant le sommaire, le titre peut-il échapper à Iga Świątek, qui s'est déjà imposée à 3 reprises à Roland-Garros. Elle a désormais une avance considérable au classement. Je regardais, ça fait 3500 points. Elle est invincible, je le disais, elle a fait le doublé Madrid-Rome. C'est la première à le réaliser depuis Serena Williams en 2013. Elle semble intouchable, non? J'ai envie de dire oui, d'autant qu'il n'y a pas la préférée de Bertrand Meunière. Il n'y a pas Mourova pour lui barrer la route. Tristesse. Comment Ça fait 6 mois. Hein. Ouais. C'était une super finale l'an dernier. Ça me rappelle Dominic Thiem, moi j'ai très peur. Ouais. C'était une super finale l'an dernier. Bah, bien sûr que c'était une super finale l'an dernier, elle est passée à 2 points du match. Ouais, oui. Non, alors, oui. C'est sûr qu'elle est la grandissime favorite, je ne vais pas dire le contraire. Ça fait plaisir qu'en l'absence de Carolina Mourova, elle soit voilà, c'est ça. C'est seulement pour ça d'ailleurs. Bon, s'il vous plaît. Non, mais c'est sûr, elle a gagné déjà 3 fois Roland-Garros, elle fait le doublé Madrid-Rome, et je pense que la finale à Madrid a été très importante pour elle, parce que Madrid, c'est des conditions rapides, où le service est très important, et à mon avis, il y avait un petit ascendant Sabalenka à Madrid, et elle a écarté 3 balles de match, et elle a gagné. Et donc je pense que mentalement, ça lui a fait beaucoup de bien, et on l'a vu dans la finale à Rome, où là, il n'y a pas eu photo entre les deux. Donc oui, Świątek est la grande favorite à Roland-Garros. Maintenant, ce que je préfère retenir, c'est qu'il y a 4 joueuses qu'on attend en demi-finale. C'est Świątek, Sabalenka, Rybakina, Gauff. Les 4 premières joueuses. Les 4 premières joueuses mondiales. Il n'y aura pas les 4. Il n'y aura pas les 4, c'est possible. Mais en tout cas, il y en avait 3 à Madrid et il y en avait encore 3 à Rome. Et ça, c'est nouveau. Ça montre que les positions au sommet se cimentent. Et ce qu'on a beaucoup reproché au tennis féminin, d'être trop imprévisible et donc de ne pas avoir de tête d'affiche reconnaissable, là, on peut plus lui reprocher ça. Et c'est très intéressant. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'attends un match que j'espère qui arrivera à Roland-Garros. C'est Świątek-Rybakina. Pourquoi Świątek-Rybakina? Parce que Rybakina mène 4-2 dans les confrontations directes avec Świątek et qu'elle a gagné 2 fois sur terre battue face à Świątek à Rome et puis tout récemment, il y a quelques semaines à Stuttgart. Donc, c'est peut-être la joueuse face à laquelle elle a le plus de doutes quand elle entre sur un court en ce moment. Et voilà ce que j'attends dans ce tournoi féminin. Rybakina, malheureusement, ces derniers mois en Grand Chelem, à chaque fois, elle a un pépin. Elle a un virus, elle a quelque chose qui fait l'année dernière, elle avait déclaré forfait avant son 3e tour à Roland-Garros, alors qu'elle était sur une bonne lancée. Elle avait gagné Rome. Et elle avait gagné ses 2 premiers tours à Roland-Garros assez facilement. Donc il faut voir comment, au niveau de la santé, elle tiendra. Mais ce match-là, j'aimerais la voir. Bertrand, invincible alors, hein. Tout est dit. En anglais, Carlitos, c'est exceptionnel. Je m'en vais. Non, mais je ne retiens plus rien avec Maxime. Il dit tout, c'est incroyable, c'est condensé. Non, si Iga Świątek gagne le tournoi, elle égale Justine Henin, votre consultante. Vous vous rendez compte? Justine, c'était quand même la joueuse sur terre battue. C'est super. 4 Roland-Garros, légende, bien sûr. Donc ce serait déjà énorme. Et elle n'a que 22 ans, Świątek. Elle a 22 ans. Et après, parfois, on ne gagne pas forcément. On peut gagner beaucoup de ses titres en début de carrière, moins après. Oui. Ça, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer, les blessures, etc. Mais c'est énorme. Effectivement, c'est énorme. C'est peut-être ça peut être une légende à la Rafa après, qui va se mettre une destinée à la Rafa, qui va gagner tous les ans Roland-Garros. Mais elle est effectivement immensément favorite. C'est intéressant ce qu'a dit Maxime, parce que souvenez-vous d'un match chez les garçons l'an dernier, finale de Cincinnati, Djokovic face à Alcaraz, pas 2 balles de match, 3 balles de match aussi, je crois, pour Alcaraz. Ouais. Djokovic gagne ce match et c'est finalement le match qui fait basculer la saison, la deuxième partie de saison. Il gagne derrière l'US Open facilement quand Alcaraz, lui, perd en demi. Là, ce qui s'est passé à Madrid, effectivement, sur une surface un peu plus rapide, avec des rebonds plus hauts, le fait qu'elle gagne en second des balles de match, on a vu le résultat à Rome, ça leur donnait confiance et au niveau de la mer, elle est normalement supérieure à Sabalenka.
Maintenant, l'histoire d'un tournoi du Grand Chelem, c'est long. Sabalenka, l'an dernier, avait perdu, alors qu'elle aurait dû gagner contre Mouchova en demi-finale. Difficile de l'imaginer sortir au troisième tour comme à l'Open d'Australie où à la surprise générale elle avait été battue par Noskova. Sur terre, oui. Alors, en plus, c'est quand même la joueuse qui met des taules tout le temps. Quoi. Les premiers tours, c'est tout le temps la même chose. 6-1, 6-1, 6-1, 6-2. Aucun set perdu à Rome. Hein. C'est impressionnant ça quand même. Hein. Elle a une régularité. Et pour revenir sur la globalité du tennis féminin, je suis d'accord avec Justine aussi justement et avec Maxime. On a besoin de ces têtes d'affiche. Qui est une patronne du circuit, c'est quand même très important, ça densifie, et puis qu'il y a en plus 2-3 outsiders forts qui sont toujours les mêmes, ça aussi, ça donne quand même une force à ce circuit féminin qu'il avait perdu pendant longtemps. Il y avait une année, il y avait, je crois, les 8 demi-finalistes de Grand Chelem étaient différentes, c'était complètement dingue. Là, maintenant, voilà, ça se resserre, et c'est intéressant, mais par contre, trouver vraiment une rivale, enfin, ne pas mettre Swiatek comme favori, ça semble impossible. Oui, c'est dommage. J'avais eu Barty il y a quelques temps, mais qui avait pris sa retraite juste après. Et dire, pour Iga Swiatek, dire qu'elle estime que ce n'est pas encore une joueuse suffisamment complète. Je disais ses dernières déclarations, elle dit qu'elle peut progresser au filet, qu'elle peut encore avoir plus de toucher. Incroyable la marge qu'elle a par rapport aux autres, quand même. Bah oui, mais si on prend les membres du Big 3, justement, ils ont progressé sans cesse. Avec, justement... Pourquoi ils ont progressé sans cesse? Parce qu'ils se faisaient progresser les uns les autres. Quand Federer progressait dans son jeu offensif, Nadal était obligé de progresser aussi. Et, ils étaient obligés aussi, en vieillissant, de modifier un petit peu leur jeu, etc. Donc là, justement, si elle a des rivales très fortes comme Sabalenka, ça va l'obliger à continuer à travailler pour être encore plus forte et réussir à combler des points faibles qu'elle voit. Nous, on ne les voit pas forcément, mais il y a toujours un point qu'on peut plus ou moins améliorer dans le tennis. L'émulation, c'est super important. Ah oui. L'émulation, c'est ce qui pousse à devenir meilleur. Et les plus grandes légendes du tennis ont toujours voulu être meilleurs à chaque fois qu'ils allaient à l'entraînement. Corriger un petit détail que nous, on ne voit pas. En effet, on parle de Swiatek, mais Sabalenka, elle a beaucoup de marge de progression aussi. Oui. Elle a une puissance extraordinaire. Elle a progressé dans le petit jeu, notamment au niveau des amortis. Elle en fait beaucoup plus maintenant. Mais au filet, elle peut faire des progrès. Rybakina, c'est pareil. Elle a un timing superbe, cette joueuse. Mais il y a des moments où elle est friable dans le petit jeu, pareil. Donc il y a toujours des choses à améliorer. Notamment dans le tennis féminin, le slice, il n'y a pas beaucoup de slice. Alors on adore Mourova. Il y avait Barty. Il y avait Barty, on adore Mourova qui est capable aussi de varier comme ça. Mais voilà, il y a toujours des choses à aller chercher. Et cet état d'esprit, c'est ça qui permet de franchir des caps qu'on estime impossible à franchir. Et petite anecdote sur l'émulation, à l'époque où Björn Borg a annoncé sa retraite, c'était quand même jeune, il avait 27 ans, McEnroe l'a pratiquement supplié de rester sur le circuit. Il ne voulait pas que Borg arrête, parce que cette rivalité, elle était magnifique. Et pourtant, il en perdait des matchs. Il en gagnait, il en perdait. Mais il avait besoin de Borg pour lui continuer finalement à se motiver et à progresser. C'est là qu'on voit que finalement, ces champions se nourrissent, ou championnes se nourrissent les uns les autres, et que cette émulation, elle est importante. C'était une question qu'on posait à Novak Djokovic aussi. On lui disait, mais est-ce que vous ne regrettez pas d'être arrivé avec deux monstres? Vous auriez 30 tournois de Grand Chelem, vous auriez 35, 40. Mais il disait, mais c'est grâce à eux que j'en suis là en fait. Voilà, ils l'ont tous dit. C'est grâce à eux. Federer a créé Nadal, Nadal a créé Djokovic, c'est un peu ça qu'on peut dire. L'anti à chaque fois. Et ils se sont toujours tirés la bourre et c'est ça qui fait la beauté du tennis aussi. Bon, Swiatek intouchable, on l'a bien compris. Un mot sur les Françaises, un peu comme les messieurs. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. On croise les doigts pour Caroline Garcia, qui est sans doute notre meilleure chance encore dans ce tableau. Oui, mais malheureusement, sans garantie, il n'y a quand même pas de résultats très probants récemment. Clara Burel a battu Karolina Pliskova au premier tour là, à Strasbourg. C'est un très bon résultat. Peut-être, pourquoi pas, avec un bon tableau, aller voir un troisième tour ou une seconde semaine. Mais c'est vrai que chez les filles, c'est un peu plus dur, encore que chez les garçons. Donc, j'ai assez peu d'espoir. On n'a pas de référence. On n'a pas de résultat sur le circuit principal. On n'a pas de résultat. Alors, ce sera le dernier d'Alizé Cornet quand même. Oui, il faudra un beau moment d'émotion, c'est ça. Il faudra lui rendre un bel hommage et je pense que ce sera fait comme ça avait été fait pour Joe Wilfried Tsonga, comme ça a été fait ensuite à Bercy pour Gilles Simon. Donc je pense que de toute façon, ça c'est important. Mais pour revenir à Caroline Garcia, elle est un peu supervisée par Ivan Ljubicic depuis quelques semaines, donc ça c'est peut-être intéressant. Le patron du tennis français. Voilà, et puis surtout l'ancien entraîneur de la légende, de Roger Federer. Donc non, c'est peut-être intéressant qu'elle ait un autre œil encore
qui a connu le très haut niveau pour la pousser. D'ailleurs, il n'a pas critiqué son style de jeu très agressif. Faut voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr que c'est difficile d'être très optimiste. Et on aura un début de réponse à partir de dimanche pour je le mets début. sur 10, mais avec, il a cité Federer, donc c'est 10 sur 10 finalement. Ah, bravo Maxime, vous êtes adoubé par adoubé, la voix ouais. du tennis en France, Bertrand Millard. Merci beaucoup messieurs, on aura donc un premier élément de réponse à partir de dimanche pour le début de cette édition de Roland Garros. On a passé un bon moment tous les trois, c'était sympa. Absolument. Et on espère vous retrouver très vite sur ce plateau de retour gagnant. La semaine prochaine, retour de la patronne, retour d'Anne Boyer. Salut à tous.